Bonjour. Formalité d'usage, je remercie Stéphane et Innovaction pour cette invitation à parler 20 minutes sur la difféologie. C'est un sacré défi, 20 minutes. Alors j'en ai préparé 5, je préparais 5 minutes. Comme ça me laissera peut-être le temps de faire les 20 minutes. Et puis ça nous laissera le temps de discuter, de poser des questions, peut-être de bavarder plus que l'exposé. Alors j'ai eu un petit problème sur cet exposé parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. D'habitude, j'ai 1 heure d'abord, ou 50 minutes, je commence à donner quelques définitions, tout au moins une définition essentielle, et puis je donne un théorème, 2 théorèmes et des idées de démonstration. C'est évidemment pas le genre aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors j'étais un peu perturbé par ça, enfin un peu me dire qu'est-ce que je vais faire, c'est-à-dire est-ce que je parle de difféologie ou est-ce que j'essaie de le présenter dans le cadre plus philosophique, plus conceptuel, et puis est-ce que j'essaie de présenter ça sous son aspect historique de développement, c'est-à-dire qui introduit l'axiomatique et qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça sert, ou est-ce que j'essaie une présentation un peu plus synthétique? Donc je vous fais part de mes interrogations, ce n'est pas des réponses. Et j'ai décidé de vous présenter un cadre un peu plus synthétique, et finalement je vais parler de géométrie différentielle. Mon propos, ça va être finalement, qu'est-ce que c'est la géométrie? Bon, je ne suis pas le premier à poser cette question. Et qu'est-ce que c'est la géométrie différentielle, au fond? Alors, l'historique de la géométrie, commence avec les Égyptiens, les mesures de terrain partagées, calculer des surfaces, théorème de Thalès sur les mesures des pyramides. Vous connaissez peut-être ça, non? On veut savoir, Thalès voulait mesurer la hauteur des pyramides. Alors c'était très difficile parce qu'il faut monter la pyramide, envoyer une corde. Bon, c'était assez difficile. Alors l'idée qu'il a eue, c'est de planter un bâton dans le sol et d'attendre que le soleil, et d'attendre que l'ombre portée, ce qui n'est pas le cas dans mon dessin, que l'ombre portée au sol par le bâton et la hauteur du bâton coïncide avec la hauteur du bâton. À ce moment-là, il a mesuré l'ombre portée par la pyramide et il avait la hauteur de la pyramide. C'est le théorème de Thalès. Ça veut dire, le théorème de Thalès, ça veut dire que si je prends des sections, je prends un angle. Si je prends des sections avec des lignes parallèles, les proportions sont gardées les proportions sont gardées sur les sections, les mêmes proportions sont les mêmes. C'est cette application-là. C'est ça un peu plus généralisé. Donc, de la partie de l'expérience pratique à la théorie, il y a une petite généralisation qui fait que plus personne comprend le théorème de Thalès quand on l'explique à l'école. Ça, tout le monde est au courant de ce phénomène. Et puis il y a donc la géométrie de Thalès, on va dire ça, on pourrait l'appeler la géométrie de Thalès. Il y a la géométrie traditionnelle, c'est-à-dire je prends un triangle, et puis je me demande quand c'est que ce triangle ressemble à ce triangle-là. C'est le cas d'égalité des triangles. Bien, donc ça c'est la géométrie d'Euclide. On va se donner les conditions pour que deux triangles soient égaux. Si on mélange les deux géométries ici, on aura les cas de similitude, les triangles similaires, les triangles semblables. On aura, dans quel cas, comment je reconnais que deux triangles sont semblables? C'est-à-dire, ce triangle-là est semblable à celui-ci, donc il n'est pas égal, mais à un rapport d'homothétie près, il est égal. Et puis, donc ça c'est l'histoire de la géométrie, enfin, en très peu de mots, l'histoire de la géométrie, j'ai envie de dire, géométrie classique, grecque, la géométrie grecque. Et puis il y a l'irruption avec Newton et Leibniz,
il y a l'irruption de la géométrie différentielle. La géométrie différentielle, c'est la géométrie qui est liée aux équations différentielles, c'est la géométrie de la mécanique analytique. Donc c'est Newton, Leibniz, Lagrange. Là on est en 1808 déjà, 1810. C'est la géométrie des équations. C'est la géométrie des équations différentielles. Alors on peut avoir des équations différentielles simples, des équations différentielles un peu plus compliquées. Et on cherche à trouver les solutions. On est loin de cette géométrie-là. On ne la reconnaît plus d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a plus de dessin. C'était d'ailleurs l'exergue du livre de la mécanique classique, de la mécanique analytique de Lagrange. On ne trouvera pas de figure dans ce traité de mécanique. Ça, c'est de la mécanique aussi. Hein, les équilibres de levier, les équilibres statiques, c'est mesurer les longueurs de levier, regarder les proportions et savoir si ça tient. Je veux dire, la géométrie, c'est la mécanique. Donc, quels sont les rapports entre ces deux géométries qui se pose, c'est qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce que c'est que la géométrie, qu'est-ce que représente le mot, que veut dire, enfin, pas au sens étymologique du terme, ça on le sait, mais au sens conceptuel du terme, c'est quoi, qu'est-ce que c'est la géométrie, qu'est-ce qui caractérise la géométrie? La réponse est donnée par Félix Klein. Dans son programme d'Erlangen. Et il dit la géométrie c'est des groupes. La géométrie c'est des groupes de transformation. Donc, la géométrie, c'est des groupes, et plus généralement, c'est aussi les actions de groupe. Alors, qu'est-ce qui caractérise la géométrie d'Euclide? C'est le groupe d'Euclide. Le groupe d'Euclide, c'est le groupe des transformations, c'est un groupe de transformation du plan ou de l'espace euclidien, de l'espace à 3 dimensions. C'est un groupe de transformation qui va bouger les figures. Le groupe d'Euclide, c'est essentiellement des rotations. On fait tourner le triangle. Et des translations, on le transporte parallèlement à une certaine direction. L'ensemble de ces transformations constitue le groupe d'Euclide. Alors, que sont les triangles égaux? C'est quoi le cas d'égalité? Le cas d'égalité triangle. Le cas d'égalité triangle, c'est l'étude des orbites de ce groupe sur l'espace des triangles. On regarde l'espace de tous les triangles. Et donc, c'est... Bon, je vais faire un petit dessin qui n'a pas trop de sens, mais enfin, c'est pas grave. Donc ici, on a un triangle T1, on a un triangle T1, T2, etc. Tous les triangles sont représentés comme des points de cet ensemble-là. Et ce groupe de transformation agissant sur le plan, le groupe, lui, il agit sur tout le plan, mais il va envoyer un triangle. Cette figure-là, après l'action du groupe, ça va être celle-là. Donc je vais passer d'un triangle T1 à un triangle T2, T3. Alors la courbe, là, elle est complètement fausse parce que la courbe, elle est lisse. Et je vais avoir comme ça des orbites. Je vais découper mon ensemble des triangles. Mon ensemble des triangles va être découpé en orbites. Et chaque orbite sera un triangle au sens d'Euclide, c'est-à-dire un cas d'égalité des triangles. Donc vous savez que le cas d'égalité des triangles, c'est que pour caractériser une orbite, eh bien, il faut 3 côtés, la longueur de 3 côtés. 2 triangles sont égaux si et seulement si
ils ont trois côtés égaux. Ça veut dire qu'il existe une transformation euclidienne qui va envoyer un triangle sur l'autre. Maintenant, il y a... Ça, c'est l'action du groupe d'Euclide. Maintenant, je peux regarder sur ces mêmes triangles l'action du groupe de Thalès, qui est Euclide plus les homothéties. Et par exemple, là-dessus, j'aurai les triangles équilatéraux. Tous les triangles équilatéraux sont égaux, puisqu'ils ont trois côtés égaux, et puis il suffit de faire une homothétie sur le triangle équilatéral pour avoir un triangle équilatéral. Donc, il n'y a qu'un triangle équilatéral. C'est ça, c'est la géométrie. Donc, la géométrie comprise comme au sens de Klein, c'est-à-dire la géométrie, c'est les groupes de transformation. Il suffit que je donne il suffit que je caractérise un groupe pour avoir une géométrie qui lui est associée. Vous donnez maintenant, cette approche-là, elle va faire apparaître des objets nouveaux qui ne sont pas ici, l'espace des triangles. Alors, plutôt que de regarder l'espace des triangles, je vais vous construire l'espace des droites. Parce que ça va être plus simple. L'espace des droites orientées. Qu'est-ce que c'est une droite? Enfin non, pas qu'est-ce que c'est une droite. Une droite, vous savez ce que c'est, je sais ce que c'est. Mais je veux essayer de me donner une représentation de l'espace des droites. C'est quoi cette forme-là, une forme d'ailleurs, qui me représente de façon un peu formelle, informelle, l'espace des droites ou des triangles? Comment je vais essayer de la représenter de façon un peu plus précise? Eh bien, je vais prendre une droite delta, prendre un point sur cette droite, n'importe lequel, définir une direction, U, je vais l'appeler U, donc c'est une direction. Il y a deux directions une droite, ou bien c'est dans un sens, ou bien c'est dans l'autre. Donc j'ai le choix de deux directions. Et puis je vais, une fois pour toutes, choisir une origine. O. Pardon? Le sens, la direction, c'est vraiment la droite. C'est la droite vectorielle, ça serait plutôt le sens, si on prend. Oui, le sens. Un vecteur, c'est un sens. Le sens de l'histoire, comme disait Marx, et mon directeur de thèse, Jean-Marie Souriau, il m'a raconté une histoire quand il était étudiant. Il avait arraché un panneau sens unique. Il avait affiché sur le mur de sa chambre, il a marqué le sens de l'histoire. Donc, ça, c'est le sens de l'histoire. Mais effectivement, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Bon, on représentera la direction, le sens, si vous voulez, par un vecteur, par deux points sur un cercle, comme vous voulez. C'est pas majeur. Et puis on choisit une origine. Une origine, c'est un point de ce plan affine. Je vais l'appeler grand P. Okay? P comme plan. Et alors, vous voyez que si je prends une droite ici, j'ai un point et un seul. J'ai un point et un seul qui est le plus près de l'origine. Donc à ma droite D, delta, je peux lui associer un couple que je vais appeler U et R. U, c'est un vecteur unitaire sur le cercle S1, et R, il appartient à R2, et il a la vertu qu'il est orthogonal à U. D'accord? Donc l'espace des droites, finalement, l'espace des droites, c'est l'ensemble des couples, c'est représenté, c'est pas l'ensemble des couples, il faut faire attention. La carte n'est pas le territoire, c'est à la mode. Hein. Ouais. C'était dans Van Vogt, Le Monde du non-A. J'ai lu ça quand j'étais petit, c'était en exergue, la carte n'est pas le territoire. Ce qui est très vrai d'ailleurs, la carte n'est pas le territoire. Et d'ailleurs, voici, ça c'est le territoire. Et voici la carte. C'est l'ensemble des couples UR appartenant à S1 croix S2, S1 croix R2, tel que U scalaire R est égal à 0. Et ça, on reconnaît ici la description mathématique du tangent au cercle. On prend un point du cercle, U, et on prend un vecteur qui lui est orthogonal, R. Et tous les vecteurs qui sont orthogonaux, c'est l'espace tangent à ce point-là, U. Et vous le savez, enfin vous le savez ou vous ne le savez pas, mais enfin c'est pas très difficile à construire. En utilisant les rotations d'angle pi sur 2, on peut trouver une identification du tangent au cercle avec le cylindre, c'est-à-dire le produit de S1 par R.
Autrement dit, l'espace des droites, cet espace, l'ensemble des droites, c'est un ensemble assez simple, un objet géométrique euclidien, va donner naissance à un objet qui est un peu plus complexe, puisque ce n'est pas un ouvert, ce n'est pas un carré, ce n'est pas un cube, c'est un cylindre, c'est une complexité un peu plus grande. C'est ce qu'on appelle une variété différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que localement, au voisinage de tout point, je peux construire un petit système de coordonnées qui vont me permettre de déterminer, de mettre en relation des nombres avec des points de cet ensemble-là. Je vais arriver à repérer les points du territoire grâce à une petite carte qui représentera les coordonnées de ce point dans le territoire par des nombres. Donc ça, c'est la géométrie. Maintenant, nous rentrons dans le domaine de la géométrie différentielle, ça veut dire partant de la géométrie euclidienne, voulant donner une structure aux objets, on s'éloigne de la simplicité apparente de la géométrie, des objets géométriques, des cercles, des droites, des triangles, des rectangles, et on rentre dans un domaine qui est un peu plus complexe, le domaine des variétés différentielles. Mais on reste dans un domaine dans lequel un ensemble fini de points va nous permettre de repérer un point de notre territoire. Et du coup, j'ai perdu mon chiffon. Il me reste combien de temps? Parce que je n'ai pas de... Ouf, j'ai pas de montre. 3 minutes. Eh ben, j'ai bien fait d'être pessimiste. Hein. Alors, dans les 3 dernières minutes qui me restent, je ne vais pas vous donner le programme de la difféologie, mais je vais vous donner la question posée. Là. Je vais essayer de raconter, de mettre en relation donc la difféologie avec cette réflexion. Donc, comment j'ai présenté ça? Voilà. On a ici donc la géométrie, je vais prendre le cas de la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne, elle est en relation avec le groupe d'Euclide. Et toutes les actions du groupe d'Euclide, ce sera sur les droites, les cercles, les triangles, vont me donner des problèmes de géométrie euclidienne. Maintenant, cette géométrie euclidienne va faire apparaître des variétés. Et les variétés différentielles constituent une catégorie, on en a parlé tout à l'heure, dont les flèches sont les applications différenciables. Les applications qui ont des dérivées jusqu'à un certain ordre ou d'ordre infini. Donc ici, on va avoir la géométrie différentielle. Et quel est le groupe attaché à la géométrie différentielle? C'est le groupe des difféomorphismes de la variété. Donc on a le groupe des difféomorphismes de la variété, c'est-à-dire des applications de la variété sur elle-même. On est monté d'un étage au niveau de l'abstraction des concepts. On a maintenant l'ensemble de toutes les applications qui vont aller de ma variété dans ma variété, qui vont être différenciables, et dans l'inverse va être différenciable. On a un groupe. Autrement dit, la géométrie différentielle, c'est la géométrie du groupe des difféomorphismes. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que maintenant, si je regarde les espaces et les actions du groupe des difféomorphismes, le groupe des difféomorphismes, ce n'est pas une variété. Il faut beaucoup de paramètres pour caractériser un difféomorphisme. Il faut une infinité, non dénombrable, de paramètres pour caractériser un difféomorphisme. Je ne suis plus, j'ai quitté l'espace l'espace sympathique des variétés dans lequel un nombre fini de paramètres me permettait de comprendre toute la structure. Je suis dans une théorie où je suis entré dans un monde, j'ai ouvert une porte, cette géométrie m'a ouvert une porte vers un monde où on a quitté le monde de la géométrie ordinaire, on est dans le monde de la dimension infinie, on est dans un monde un peu plus complexe, et c'est ce monde-là dont parle la difféologie, c'est-à-dire qu'on va introduire, donc, on avait la catégorie des groupes de Lie, on a maintenant la catégorie des groupes de difféomorphisme, et c'est ce qui va
C'est ce qui va introduire la difféologie comme étant la géométrie des groupes de difféomorphisme. Rapidement. Il me reste plus de temps, je crois. Donc je vais arrêter là. Et je vous renvoie peut-être à... Bon, j'avoue que là j'ai loupé mon pari, puisque j'ai même pas réussi à écrire les axiomes de la difféologie. ça fait rien. http math.uj.ac.il PIS. Bon, il y a un certain nombre de documents là-dessus. Mais si j'ai pu arriver à faire passer, enfin, à essayer d'expliquer comment, en partant de la géométrie traditionnelle, des triangles, des cercles et des droites, on peut arriver à sortir de la catégorie pour aller se trouver dans une catégorie beaucoup plus ample, alors je ne vais pas nécessairement rater mon message. Merci.